Avant de commencer l'épisode, on est ravis de vous annoncer que Sens de la Visite a été sélectionné pour la compétition officielle du Paris Podcast Festival 2022 pour le prix du jury dans la catégorie Apprentissage avec l'épisode Le jardinier qui a sauvé Giverny. Il est en lice aussi pour le prix du public. Vous pouvez voter pour nous sur le site www.paris-podcastfestival.com. Vous avez jusqu'au samedi 22 octobre minuit pour voter. Place maintenant à la visite. On se rend au Fresnoy, à Tourcoing, dans le nord de la France. Le Fresnoy, c'est le Studio national des arts contemporains. Une école d'art créée en 1997 comme une villa Médicis high-tech, qui accueille tous les ans 48 étudiantes et étudiants de tous horizons et de toutes les nationalités dans un cursus de 2 ans pour leur permettre de créer, en toute liberté et avec des moyens professionnels, des œuvres d'art innovantes dans le domaine de l'audiovisuel et de la création numérique. En septembre de chaque année, au cœur du Fresnoy est organisée Panorama, une exposition qui regroupe l'ensemble des œuvres produites par les étudiants pendant l'année. L'occasion de voir rassembler une diversité d'œuvres, de techniques et d'expressions sous un même toit. Nous sommes allés au Fresnoy pour rencontrer une de ses étudiantes, en 2e année. Elle s'appelle Magali Mobetti. Nous avions été marqués, l'année dernière, par son premier projet réalisé dans cette école. Une installation interactive qui invitait le visiteur, grâce à la réalité augmentée et l'écran d'une tablette, à rencontrer et écouter des membres de sa famille parler d'un sujet tabou. Pour eux, l'histoire de la traite négrière et de l'esclavage. Pour cela, Magali était partie quelques mois auparavant, en Guadeloupe, avec 2 micros, recueillir les témoignages de ses proches. Dans cet épisode, c'est nous qui lui avons tendu le micro, pour écouter sa voix douce, mais déterminée, nous parler de ce projet qui l'a évidemment transformé. De cette école, le Fresnoy, qui a permis de le réaliser, et puis aussi de cette carrière d'artiste multimédia qui s'ouvre devant elle. Quand nous sommes allés la voir, Magali était en train de passer ses derniers jours dans l'école. Elle nous attendait dans l'immense espace d'exposition du Fresnoy, où elle apportait les dernières retouches à son projet de 2e année, pour la prochaine exposition Panorama 24, l'autre côté. Alors l'installation, elle s'appelle Morning Cloud et elle a un petit sous-titre qui est Will we all end up in the clouds? Et le S est entre parenthèses parce que je me demande si on va finir dans les nuages comme on m'a toujours dit que j'irais aux cieux un jour ou si j'allais terminer dans le cloud, ce grand amas d'internet dans lequel on a beaucoup d'informations. L'idée, c'est de proposer aux visiteurs d'avoir une première expérience de ce que c'est une vie post-mortem sur internet. Parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup d'outils qui ont été créés en ce sens, pour sauvegarder notre identité, pour essayer aussi de recréer nos personnalités. Et en même temps, il n'y a pas vraiment de dialogue qui s'ouvre autour des questions du deuil, de comment est-ce qu'on gère un deuil de manière générale. Donc je trouvais qu'il y avait un paradoxe assez fort entre cette volonté de garder des gens qui ne sont plus là, tout en ne faisant pas de travail en fait, pour apprendre aussi à les oublier, parce que c'est important aussi de laisser partir les gens d'une manière ou d'une autre. On est assis tous les deux sur une herbe synthétique, sous un nuage de fleurs et de bruits d'oiseaux. Ce sont les bruits d'oiseaux du parc Barbieux, à Roubaix, qui est juste à côté, que je suis allée enregistrer un matin, très tôt, 6h, pour créer une ambiance globale en dessous de ce nuage. Ici, le visiteur, je le pose sous un nuage de manière assez innocente, comme s'il était dans un parc, où il est amené à presque s'allonger et à voir en fait son âme lui échapper, son image à partir d'un clic vraiment disparaître et sur laquelle il n'aura plus jamais de contrôle. Et ces images-là, je les aurai sur une base de données et en soi, je reproduis en fait les schémas des réseaux sociaux qui ont aussi toutes ces bases de données d'images et qu'est-ce qu'on en fait ? Qu'est-ce que je peux en faire ? Et ça, c'est des choses qui me travaillent énormément. J'ai été très intriguée de découvrir qu'il existait des brevets, notamment un de Microsoft, pour la création de ce qu'on appelle des personal chatbots, qui vont interagir avec nous comme le ferait une personne à partir des données qu'on lui implante. Et je pense que j'ai eu très peur qu'un jour quelqu'un mette toutes mes conversations dans cette idée de personal chatbot. Et du coup, j'ai un peu étudié de quelle manière en fait nous on va gérer notre héritage numérique sur Internet. Et la réponse a été assez rapide, c'est qu'on ne le gère pas du tout. Par exemple, nos comptes de réseaux sociaux qui sont laissés à l'abandon de manière générale sont souvent piratés. Une fois qu'on est décédé ? C'est ça. Une fois qu'on est décédé, il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent dans une situation, en fait, ils ne peuvent pas récupérer les comptes des personnes décédées, que ce soit pour récupérer les photos, pour les convertir en comptes mémoriels, etc.
Et aussi, ces outils-là en fait, ne sont pas adaptés à gérer le deuil de manière générale parce que l'interface est très brute. Ça va être des questions, des réponses. C'est pas un humain qui va essayer de comprendre la douleur de l'autre. Du coup, dans l'installation Morning Clad, on va pouvoir créer son propre fantôme à partir d'une seule photo. L'idée, c'était de montrer à quel point c'était facile de créer en fait une entité à partir de très peu d'informations, avec ou sans le consentement, en plus. D'où est parti l'élément déclencheur de te dire, moi j'ai envie d'être artiste? C'est en venant au Fresnoy. C'est en venant au Fresnoy? Au début, je voulais faire de la 3D. Je voulais travailler pour Pixar, faire des films d'animation, faire Encanto par exemple. Et durant mes études, j'ai fait un master de création numérique à Valenciennes. Et nos professeurs en fait nous tannaient pour qu'on aille voir les expositions du Fresnoy. Et j'ai été 3 ans de suite. À chaque fois qu'il y avait l'exposition Panorama, donc il y a l'exposition de fin d'année de chaque étudiant du Fresnoy. C'est là où j'ai découvert en fait que toutes les technologies que j'utilisais, je pouvais aussi les exploiter pour faire passer des messages. En fait, j'avais vraiment ce besoin de créer, de faire des outils interactifs, de faire comme ce que j'avais vu au Fresnoy. J'ai passé le concours et ça s'est très bien passé. Me voici 2 ans après à faire une deuxième installation assez colossale. C'est une chose qui, je pense, n'aurait pas été possible sans celui-là, sans cette opportunité que propose le Fresnoy. Pour des gens qui ne connaissent absolument pas, qu'est-ce que c'est le Fresnoy? Le Fresnoy, c'est une école, mais assez atypique. Parce que là, on peut s'attendre à avoir des cours, à apprendre l'histoire de l'art, et c'est pas du tout la volonté du lieu. Au contraire, on est plutôt libre à la fois d'explorer les champs et les discours qu'on souhaite. Et on est accompagné de manière matérielle, de manière humaine, sur ces 2 ans. On a chaque année un budget qui nous est alloué à hauteur de 8 400 €, ce qui nous permet aussi d'avoir des perspectives qui sont plus grandes que dans la plupart des écoles classiques d'art. Quand on est au Fresnoy, en tout cas pour ma part, c'est un peu comme être dans une bulle où on laisse à l'artiste l'espace en fait de création pour que le projet soit mené à bien de A à Z. C'est vraiment un chouette lieu. Donc tu as produit 2 œuvres pendant ces 2 années de promotion. On va parler tout à l'heure de la première œuvre d'ailleurs. Mais ces 2 œuvres, est-ce qu'elles vont être vendues à un moment donné ou est-ce que tu vas les garder comme souvenir? Ce sont des choses que je commence petit à petit à considérer. Dans le sens où, pour moi, c'est une pratique qui est très jeune. J'avais pas du tout l'optique de devenir artiste un jour dans ma vie et ça m'est un peu tombé dessus. Et donc, je découvre aussi ce milieu-là, comment il fonctionne. Néanmoins, l'installation de première année, donc avec l'arbre, celle-ci, je trouverais ça intéressant qu'il y ait une acquisition un jour dans le cadre d'une institution qui serait intéressée par les discours post-coloniaux. Quand tu me dis ça m'est tombé dessus d'être artiste, est-ce que tu penses que c'est bon signe que ça te tombe dessus comme ça finalement et que tu ne l'aies pas programmé? J'aime bien quand la vie, elle surprend, parce que souvent, quand elle nous surprend, c'est d'une bonne manière. Peut-être que je plaçais beaucoup d'espoir dans toute cette idée de faire de la 3D, etc. Et qu'au final, en fait, ça restait du fantasme, de ce que je voyais à l'image, des films qui étaient beaux, etc. Mais il n'y avait pas cette recherche de mais qu'est-ce que moi j'ai envie de dire, quelle est ma place de manière générale. Et le fait, en fait, d'avoir pris ce chemin-là, d'aller à Valenciennes et tout d'un coup me retrouver au Fresnoy, j'y ai pas réfléchi et c'est venu tout seul, donc je prends. Et qu'est-ce que tu as envie de dire? Je pense que je cherche encore. J'ai un discours qui est en train de se mettre en place petit à petit. D'ailleurs, il y a quelque temps, j'avais fait une présentation de mon installation de l'année dernière à des étudiants. Et quelque chose qui était ressorti, c'est que, selon leur dire en tout cas, il y avait cette part de politique que je portais en moi, mais malgré moi. Ou par exemple, je décide de travailler autour de ma famille, je décide de travailler autour de la création de fantômes personnels, etc. Là où j'y vois peut-être quelque chose d'abord de ludique, il y a toujours en fait un message qui va au-delà de la petite chose que j'essaye de dire, et aussi peut-être parce que je ne l'assume pas encore totalement, cette part-là de politique sur ce que je fais. Je reviens à l'idée de je commence petit à petit à prendre la parole. Est-ce que tu prenais beaucoup la parole quand tu étais plus jeune, je sais pas, en classe, dans ta famille, avec tes amis, ou tu étais plutôt quelqu'un de discrète? Je pense que je prenais pas du tout la parole. J'ai beaucoup eu tendance à ne pas parler ni de ce que je pense, ni de ce que je ressens de manière générale. J'ai été éduquée comme ça, de rester un petit peu à ma place. Bon, ça m'allait très bien, hein. Je ne l'ai pas du tout mal vécu, mais c'est vrai qu'il y a eu un peu ce déclic aussi au Fresnoy, de dire « Ah mais non, mais j'ai aussi ma place, je peux aussi porter des choses, et tant mieux si ça parle à d'autres gens, tant pis sinon. Ma voix n'est pas au-dessus ou en dessous d'une autre personne. »
Pour évoquer l'histoire plus intime de son projet de première année, Magali nous a emmenés dans la médiathèque du Fresnoy, silencieuse en cette fin d'année scolaire. Ici, elle nous a parlé plus en détail de ce fameux voyage en Guadeloupe, à la rencontre de sa famille, de son passé, de ses ancêtres et des non-dits qu'elle est allée combattre, micro en main, tout en douceur. Alors l'installation que j'ai créée l'année dernière au Fresnoy s'appelle Embatae Adanko, donc en créole guadeloupéen, et en français, Sous la terre dans le corps. Je suis partie l'année dernière, en février 2021, en Guadeloupe, rencontrer ma famille. J'étais à la recherche des ancêtres qui ont été du coup esclaves et libres suite à l'abolition de l'esclavage. J'avais en fait tous ces papiers de généalogie, d'actes de naissance, mais j'avais pas d'histoire. Et je n'avais jamais entendu parler d'eux dans ma famille. Personne n'a jamais cité leur nom une seule fois. Et l'idée, c'était un peu d'aller les interroger parce que les sujets qui sont liés à l'esclavage sont en fait des sujets tabous, ou en tout cas l'ont été longtemps de la génération de mes parents et avant. Et je pense que je fais un peu partie de cette génération qui est suffisamment loin de ces traumas-là pour pouvoir essayer de créer un dialogue autour de ça. À la base de ce projet, j'avais découvert ce qu'était l'épigénétique et la psychogénéalogie. L'épigénétique, du coup, c'est comment vont s'exprimer les gènes de manière générale. Et la psychogénéalogie, du coup, c'est voir quels sont les différents parcours dans une famille de chaque personne pour essayer de voir quels sont les schémas qui se répètent et à quel moment il y a peut-être eu un trauma qui s'est transmis de génération en génération. Enfin, du coup, les deux notions se rejoignaient un petit peu. Et comme je savais, avant de trouver toutes ces feuilles généalogiques, que j'avais des ancêtres qui étaient certainement colons et certainement qui ont été esclaves également, je me suis demandé, ça se trouve, mes gènes, ils sont hantés, et donc il faut que je fasse quelque chose, appeler les secours. Non, vraiment, l'idée, c'était d'essayer de s'exorciser, de chercher la catharsis. Et la solution la plus simple, ça me paraissait être le dialogue. Donc je suis partie, et la première interview que j'ai faite, c'était avec mon père, là-bas en Guadeloupe. La maison de mes parents se trouve au Lamentin, sur la Basse-Terre. Et là, il m'a appris qu'il y avait un ancien cimetière sur les terres des maisons familiales. Et ce qui a été assez étonnant à ce moment-là, c'est qu'il m'a dit qu'il ne savait pas qui était enterré, alors qu'il s'était occupé de ce cimetière quand il était jeune. Mais pas que lui, en fait, toute la famille s'en est occupée. Mais personne, en fait, n'a jamais dit qui était enterré, pourquoi les tombes étaient là. Il fallait juste s'en occuper, et comme on ne pose pas de questions, c'est resté dans le silence, dans l'oubli pendant des années. Et donc là où moi je pensais juste venir avec mes petits papiers et dire regardez, ça, c'est ton arrière-grand-père, c'est le dernier esclave de la lignée des Maubetti, tout d'un coup j'avais une grosse enquête parce que je voulais savoir en fait si les personnes que je recherchais étaient en fait les personnes qui étaient dans ce cimetière. Quelles étaient les autres personnes que tu as interrogées ? Les frères de mon père et un de ses cousins. Et du côté de ma mère, j'ai interrogé mes grands-parents et mon arrière-grand-mère, qui a eu 100 ans cette année, et qui avait toute sa tête en plus. Ça a été la personne qui a eu le moins envie de me parler d'histoire d'esclaves dans ma famille. Il fallait vraiment pas en parler. Plus les générations étaient proches, plus c'était dur. Cette somme de témoignages que tu as enregistrés au micro, pour toi, est-ce que c'était naturel de l'enregistrer d'ailleurs à l'audio ? Dans ce projet, toute la partie réalité augmentée, faire une installation qui fait 3 mètres de haut, ça me paraissait facile. Aller parler à des personnes de sujets qui potentiellement pourraient les déranger, les pousser dans leur retranchement, sachant que moi j'avais la position de l'enfant vis-à-vis d'eux, ça a été très très dur. Et je pense que c'est ce qui a un peu dirigé le choix de l'audio, parce qu'il y a cette facilité à oublier l'outil à ce moment-là et de vraiment partir dans une conversation sans se sentir en fait épié. C'était très dur pour toi ou pour les personnes que tu interrogeais ? Alors, au départ, c'était très dur pour moi d'abord. Et ensuite, ça a été dur pour certains d'entre eux. En fait, c'était aussi dur pour eux d'oublier l'outil. Par exemple, ma grande-tante qui me demande à chaque fois si elle peut parler. Là, c'est bon, ça enregistre. Oui, Tati. Et maintenant, c'est bon. Oui, Tati. Et ça a aussi été dur, je pense, pour mon grand-père, qui, lui, n'avait pas envie de parler. Il y a eu aussi ça, des personnes qui ont fait l'exercice parce que j'ai demandé gentiment. Et aussi, j'ai quand même eu l'effet totalement inverse. Quand j'ai montré les feuilles, justement, où il y avait les noms, en disant ça, c'est ton arrière-grand-père, ton arrière-arrière, etc. Tout d'un coup, mes oncles avaient des ancêtres.
Là où pour eux c'était oui, il y a 1000 ans peut-être, l'esclavage existait. Tout d'un coup on remonte à 3 générations, ce qui n'est pas grand-chose. Et c'est beaucoup plus concret. Et aussi chez eux ça a ravivé des souvenirs en disant mais oui en fait j'ai déjà entendu parler de cette personne, mais sans être capable de replacer dans le temps leur parcours. Comment s'appelait la dernière personne qui était donc esclave dans ta famille? C'est Jean Maubetti. Il a été affranchi à ses 18 ans, au moment de la deuxième abolition en 1848. Extrait sonore de l'œuvre Ambaté Adanko de Magali Maubetti. Après avoir parlé de toi, mon père m'a accompagné voir Eric. C'est l'un de ses grands frères. T'as jamais entendu parler d'histoire d'esclaves dans la famille? Pas... J'en ai connu, j'ai entendu parler, mais pas dans la famille. Mais après, j'en ai parlé avec mes parents. C'est avec ma mère, j'en ai parlé. Mais à l'époque, j'en dis ça à maman, mais elle disait qu'elle n'avait pas intérêt de nous en parler. Bon. Elle n'a pas essayé d'ouvrir non. Par un débat, par un dialogue. Enfin, il valait mieux ne pas en parler quelque part. Pour eux, c'était un peu ça. Quoi. Donc, tabou, on va dire. C'est des questions taboues. À croire que c'était la vie d'autres, qui n'existait pas dans nos corps, les semences de ton passé, qu'on ne portait rien en nous, qu'il n'y avait rien à cultiver. Certes, je ne cherchais pas ta douleur. Je cherchais juste ton existence. Maubetti Jean. Et donc, c'est le papa. Jean, c'est le grand aïeul. Aïe. Le papa de notre grand-père. Ah ouais, c'est ça. C'est ça, c'est le papa de Olympe Guy. Voilà. C'est ça. Et donc c'est lui, on va dire, le dernier esclave de la famille. Il a été esclave, lui, hein? C'est le dernier. Il était esclave et il a été affranchi à ce moment-là. Oh, mais c'est très cheveux là. Oh, ça me fait un truc, hein? Ah ouais, bizarre, ouais. Oh là là. D'ailleurs, anecdote qui me paraît assez importante, c'est qu'à cette période-là, c'est là où on a donné des noms de famille aux nouveaux libres. Donc là où ils avaient un matricule d'abord, les officiers de l'état civil sont venus pour donner un nom à chaque famille d'esclaves, à chaque esclave, pour qu'il devienne un citoyen français. Et du coup, moi, j'ai retrouvé toute la partie écrite du moment où on leur a donné nom de famille. Donc il y a écrit Madame Florence est venue, telle date, avec sa fille Louisonne, accompagnée de Alexandre Maubetti, et ses 4 enfants, Jean, blablabla. Et tout de suite, il y a un imaginaire qui se construit. C'est important en fait de se dire ah mais ces personnes ont vraiment existé, c'est là d'où je viens. Mon nom de famille, je sais que c'est à ce moment précis qu'il a été donné. Et là où moi j'ai de la chance, c'est qu'il a été donné qu'une seule fois. Et à des personnes qui sont vraiment de la même famille. Là où c'est pas le cas de beaucoup de personnes aux Antilles qui vont porter le même nom parce qu'ils étaient juste dans la même habitation, mais ça voulait pas dire qu'ils avaient de liens familiaux. Et aussi, on a donné beaucoup de noms pas très sympas, de l'ordre d'insultes, pour se moquer en fait de la condition de ces personnes-là. De donner un nom à quelqu'un et de pouvoir le choisir, pour moi, c'est un acte qui est très très fort. Je fais souvent un parallèle, c'est comme s'il y a quelqu'un qui choisissait le nom des enfants de quelqu'un. Ça ne marche pas. Qu'est-ce que tu ressens très concrètement quand tu racontes ça, là? Je pense que la colère est passée. Je pense pas qu'on puisse se lancer dans ce genre de projet quand on est en colère. Je pense que c'est aussi important d'avoir une distance avec cette histoire-là, parce qu'on ne la vit pas, on la vit à travers ces récits. On s'identifie et c'est normal. Mais je suis pas en colère. À la fois, j'ai besoin en fait aussi de me dire, ok, cette histoire-là, elle existe. Je pense que c'est important en fait qu'on conscientise que ce qui s'est passé, c'était pas normal, que ça a encore des répercussions aujourd'hui, et c'est en sachant ce qui s'est passé qu'on va pouvoir régler les choses. Tu avais donc tout ce matériel audio, mais surtout, le point central de ton œuvre, c'était cet arbre fait avec des cordes et puis des petits bancs autour. En effet, c'est une référence à l'arbre de l'oubli, un mémorial qui existe au Bénin sur ce qui s'appelle la route des esclaves. Donc c'est une suite de plusieurs endroits de recueillement pour expliquer aussi quel était le parcours des esclaves depuis la place du marché jusqu'à la porte du non-retour, où ils étaient déportés du coup dans les Amériques. Et ce fameux arbre, en fait, on ne sait pas s'il a vraiment existé, si ce mythe a été créé pour le mémorial. Mais en tout cas, l'idée, c'était que les esclaves, avant de partir, auraient dû tourner plusieurs fois autour de l'arbre pour oublier d'où ils venaient.
Et donc se détacher en fait de là où ils étaient nés, de leur culture, de tout, pour devenir de nouvelles personnes, enfin plutôt de nouveaux travailleurs forcés dans les Antilles, dans les Amériques. Même si l'arbre de l'oubli n'a peut-être pas existé, enfin, la réalité était quand même ce qu'elle était. Prendre quelqu'un, le déplacer et lui dire maintenant tu vas vivre dans un endroit où tu ne connais personne, où le travail sera forcé. On emmène les gens dans un véritable inconnu sans leur laisser une petite pièce d'humanité. Enfin, c'est dur, c'est assez fort. Et je pense que c'est aussi pour ça que l'arbre est fait en corde, parce que la corde représente à la fois et la corde du pendu et les cordes du bateau, enfin, l'idée de souffrance. Quelque chose de punitif aussi, parce qu'on utilise encore aujourd'hui au carnaval, en Guadeloupe, enfin dans les Antilles, je crois de manière générale, des fouets qui sont faits à partir de cordes et qui rappellent du coup cette époque-là. Et il y a d'autres arbres, avec peut-être une histoire un peu plus douce, qui sont en référence, notamment l'arbre nourricier, sous lequel on enterrait les cordons ombilicaux des enfants à leur naissance pour marquer leur point de départ. Je pense que c'est une tradition qui vient d'Afrique. Mais on faisait ça aussi en France d'ailleurs, où on l'enterrait du coup sous un rosier pour les petites filles et sous un chêne pour les petits garçons. Je connaissais cette tradition, mais je ne savais pas en fait si des gens de ma famille en avaient fait. Et le fait de faire ces interviews, ça m'a permis de savoir que oui, en fait, il y a des cordons ombilicaux du coup de maisons ou de mes tantes qui ont été enterrés à des endroits bien précis pour marquer leur point de départ. Et il y a justement cette expression en créole. Cette phrase qu'on dit, c'est « Ola lombrica oterre », qui veut dire « Où est enterré ton cordon ombilical ?» Et l'idée, c'est juste de savoir d'où est-ce que tu viens. Quels ont été, si on a eu les retours de ta famille, qu'est-ce qu'ils ont ressenti à la vue de ton œuvre? Aucune des personnes qui a participé n'a vu l'œuvre en vrai, parce que toutes ces personnes sont en Guadeloupe. Par contre, j'ai eu beaucoup de retours des personnes de ma génération, donc mes cousins, cousines, etc., qui m'ont remercié. Et je pense que c'est ce que je garde vraiment au plus profond de mon cœur dans ce projet-là, c'est que pour eux, j'avais ouvert toutes les vannes en fait, que eux-mêmes n'arrivaient pas à ouvrir. Parce que mes oncles, mes tantes, ce sont leurs parents. Et donc, ils avaient accès à un dialogue qu'ils n'avaient pas pu avoir avec eux. Mais par contre, pendant les interviews, j'ai eu beaucoup de retours, notamment mon père, qui m'a suivi. En fait, j'ai fait l'interview avec lui et ensuite, il a fait toutes les interviews avec moi parce qu'il voulait savoir. Et ensuite, lui et ses frères ont beaucoup discuté. C'est là où ils se sont rendus compte qu'en fait, c'était des sujets dont ils n'avaient jamais parlé, que peut-être même ils évitaient parce que c'est aussi ce qu'on leur a inculqué. Et là, c'était intéressant de voir qu'ils s'apportaient des anecdotes l'un l'autre de choses qu'eux, ils avaient entendues de leur côté. Et tout d'un coup, tout était beaucoup plus clair, même pour eux. Outre ça, des traumas, je pense qu'il y en a dans toutes les familles. Et c'est un peu l'idée de dire, si j'ai pu faire cette démarche-là, peut-être que d'autres personnes peuvent le faire avec leurs propres problématiques, avec leurs propres questions, et aboutir aussi à une certaine forme de libération. C'était un peu un tutoriel que je donnais. Comment réparer une famille. Est-ce que toi, si on s'en réfère à l'épigénétique, cette œuvre, ça a d'une certaine manière modifié un peu ton ADN ou ton code génétique pour le futur? Tu as peut-être effacé des traumas qui étaient dans ton ADN. J'ai envie de dire oui, parce que y a cette idée de si un jour j'ai une descendance, je sais en fait qu'ils sauront. Parce qu'en fait, les réponses seront déjà là. J'ose espérer que ceux qui viendront après nous auront des choses beaucoup plus simples à régler et qui seront les témoins d'une libération globale plus que de sensation de ne pas trouver sa place. Ce sera plus simple de leur en donner une. Pour cette installation, Ambaté Adanko, Magali Mobetti a reçu le prix du jury ICAR Artistic Réseau 2022. Elle est exposée actuellement à la médiathèque André Labarrère de Pau jusqu'au 5 novembre 2022 à l'occasion du festival Accès. Morning Cloud, l'installation qu'elle nous a présentée au début du podcast, est à découvrir jusqu'au 31 décembre 2022 dans le cadre de l'exposition Panorama 24, l'autre côté, au Frénois. Une exposition rafraîchissante qui regroupe les travaux de tous les étudiants réalisés pendant leur année au Frénois, une 50aine d'œuvres dans les domaines de l'image, du son et de la création numérique. En dehors de l'école et accessible à tous, le Frénois c'est aussi un cinéma, du spectacle vivant, des ateliers, des conférences, un restaurant. Rendez-vous donc sur leur site internet www.lefrénois.net pour retrouver toutes les infos et les actualités du lieu. C'est peut-être votre venue au Frénois
qui déclenchera, comme pour Magali, une envie de créer et d'y rester. Un grand merci à Magali pour son témoignage et aux équipes du Frénois pour leur accueil très chaleureux. Pour ne pas rater le prochain épisode, abonnez-vous à votre plateforme d'écoute préférée et suivez-nous sur Instagram, Facebook et Twitter. À très vite pour de nouvelles histoires de l'art.